Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord l'ensemble de l'équipe de l'Académie pour son accueil et son travail qui a été qui s'est passé dans des conditions assez chaleureuses et voilà, on tenait à vous remercier. Donc je me présente, je suis Sophia Noguera, je suis chargée de mission. Chargé d'études au bureau des collèges de la DGESCO et puis donc Bertrand Cavaillé, je suis aussi chargé d'études au bureau des collèges à la DGESCO. Voilà, donc on va essayer de présenter en fait la réforme en mettant toujours en lien et en montrant les tensions d'ailleurs parfois qu'il y a entre les organisations, les structures et en même temps les grands fondements pédagogiques et comment tout ça peut se traduire dans les établissements. Alors avant de commencer réellement, je voudrais vous rassurer. Madame la rectrice, je ne vais pas vous contredire, vous avez dit tout est en place pour la rentrée 2016, c'est vrai, mais, et vous l'avez dit aussi, il reste énormément à faire. Pas parce que les choses sont en place que ça va fonctionner. Donc il faut effectivement aussi, vous l'avez rappelé, donner ses chances à cette réforme, le maximum de chances, donc il faut bien jouer le jeu et puis voilà, se lancer sans peur. Vraiment se dire, voilà, les choses se feront. Vous avez dit pas à pas lors du séminaire national la semaine dernière. C'était petit pas à petit pas. Il y a un temps encore beaucoup plus modeste que ça, parce que effectivement, pendant l'année, voire pendant les années qui viennent, des choses vont finir de se mettre en place. Donc il faut être très modeste, mais en même temps très ambitieux. Il va falloir combiner les deux choses. Autre combinaison dont on va parler aujourd'hui, c'est justement cette réforme donc, qui est pédagogique, a quand même fixé un cadre. Alors c'est un cadre qui est assez léger. Vous voyez ici, j'ai un lutin avec quelques textes qui fixent le cadre. Donc c'est léger. Mais dans ce cadre, on a beaucoup de liberté. Et il faut justement connaître le cadre dont on va parler aujourd'hui pour pouvoir savoir jusqu'où on peut aller dans les degrés de liberté. Donc, pas de panique, ça aura l'air très contraignant, ce dont on va parler. On va redire des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais à la DGESCO, on reçoit beaucoup de questions de chefs d'établissement, d'inspecteurs, et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait passées. Alors on va redire, puis apporter des précisions, donner des exemples aussi de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Encore une fois, ce sont des exemples, ce n'est pas modélisant. Donc quand on va parler des EPI, on montrera un emploi du temps, c'est-à-dire que tous les emplois du temps doivent être comme celui-là, par exemple. Hein, vraiment. Bien. Alors, commençons par ce qui est au centre de cette réforme, donc les élèves et les grilles horaires des élèves qui ont évolué. Très rapidement, donc jusqu'à présent, jusqu'à cette année, on avait des heures de dédoublement, disciplinaires. On avait des dédoublements prévus pour 2 matières, 2 disciplines, SVT technologie, une demi-heure de dédoublement en 6e. On avait des heures d'accompagnement personnalisé, on avait des heures d'itinéraire de découverte. Il pouvait y avoir des heures en plus, une demi-heure par exemple en 4e, 5e qui étaient systématiquement données. Et puis on avait les options. À partir de l'an prochain, on arrive à des heures élèves, 26 heures pour tous les élèves à tout niveau. 26 heures obligatoires. Ça, c'est le mot important. C'est 26 heures obligatoires. Ça n'empêche pas que certains élèves aient plus d'heures. Donc déjà, première chose dont il faut avoir bien conscience. On aura des moyens pour faire des groupes à effectifs réduits, pour faire des co-interventions, mais il n'y a plus de ciblage de ces groupes à effectifs réduits. Donc travail des chefs d'établissement en relation avec les équipes pédagogiques, effectivement, de savoir comment on va utiliser ces moyens-là. Il y a donc maintenant le problème, je crois, est réglé. Vous savez ce qu'il en est dans chacun de vos établissements. Les bilangues, éventuellement en 6e, un bilan de continuité. La nouveauté, la LV2 en 5e. Et puis, alors on parle plus d'options, mais d'enseignement de compléments. Alors, si on fait une représentation schématique de tout ceci, on voit effectivement que les horaires qui pouvaient quand même paraître étonnants, de voir des élèves de 5e qui avaient moins d'heures de cours que les élèves de 6e, on a uniformisé, tous les élèves passent à 26 heures. Si on fait le total, on a l'impression qu'on a une perte d'heures de cours.
Pas tout à fait. En fait, on a un maintien de toutes les heures disciplinaires. Il n'y a pas de perte, voire même une augmentation pour la deuxième langue vivante. Il y a quand même une diminution. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les dispositifs qui étaient à côté, les IDD, l'accompagnement personnalisé, maintenant vont intégrer les heures de cours. Sans les sacrifier, ça va rester des heures de cours, on en reparlera plus loin. Donc, globalement, moins d'heures de présence obligatoires pour les élèves, mais les heures de cours disciplinaires sont maintenues. Ça, c'est vraiment un message important à avoir. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail les horaires disciplinaires, on vous a donné des grilles, on vous a donné déjà, donc ça, les grilles c'est un cadre, on vous a donné une possibilité de moduler ce cadre. Dans une certaine mesure, il faut respecter certaines choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enlever des heures d'une discipline pour les donner à l'autre sur l'ensemble d'un cycle. Il faut que tous les horaires disciplinaires soient respectés. Maintenant, vous pouvez enlever une demi-heure de mathématiques sur un niveau, la repasser sur un autre niveau, et à l'inverse, vous enlèverez une heure de français sur un niveau, vous la repasserez, vous ferez un croisement. Pourquoi? Parce que non seulement il faut respecter les horaires disciplinaires, mais il faut aussi respecter les horaires annuels totaux pour les élèves. 26 heures, on ne fait pas une année à 27 heures, une année à 25. Voilà. Donc le cadre est posé, et vous voyez que vous pouvez, bon ce sera sûrement à la marge, mais vous pouvez faire des petites modulations. Et puis il faut penser aux enseignants aussi, bien sûr. Ils ont des obligations de service, ça aussi il faut les respecter, ça c'est naturel. Alors on a quelques petits cas particuliers, je vais commencer par le bas, les arts plastiques, l'éducation musicale. Une présentation étonnante dans les grilles, on n'a pas une heure de l'un, une heure de l'autre, on voit 1+1 pour les deux. Ça vous offre une liberté. Alors bien sûr, ce qui a été évoqué, c'est de dire on va faire un semestre d'art plastique, un semestre d'éducation musicale. C'est un cas extrême et qui n'emporte pas l'adhésion, je le comprends bien. Mais vous pouvez aussi penser à faire par exemple 2 heures d'art plastique une semaine, 2 heures d'éducation musicale la semaine qui suit. Si les enseignants ont un projet pédagogique, et là on en vient vraiment à ce qui base cette réforme, ce sont les projets pédagogiques. Si les enseignants ont des projets pédagogiques qui justifient ça, vous pouvez le faire, ça ne pose pas de problème. Mais vous pouvez aussi rester dans le cadre 1 heure d'art plastique, 1 heure d'éducation musicale chaque semaine. Ce que l'on voit aussi, donc, la langue vivante qui commence dès la 5e. Alors avec quand même un petit problème qui est lié au fait que en fait, la réforme est mise en place sur tous les niveaux à la fois. Alors pour certaines disciplines, enfin c'est même 6 ou 7 disciplines, les élèves qui vont rentrer en 4e ou en 3e l'an prochain vont perdre, entre guillemets, une demi-heure dans la discipline. Parce qu'elle sera passée de la classe de 3e à la classe de 6e, par exemple, dans les nouvelles répartitions. Donc, ils auront eu une demi-heure en moins. Bon, ça, a priori, ça ne pose pas trop de problèmes. Les enseignants sauront très bien faire avec et les programmes, de toute façon, sont faits pour ça. Pour l'instant, dans les remontées que nous avons, en fait, nous avons une remontée et qui est, elle aussi, compréhensible. C'est pour la deuxième langue vivante, les élèves qui rentrent en 4e l'an prochain. Eux vont perdre 1 heure de deuxième langue vivante. Ils n'auront que 2 fois 2h30 au lieu de 2 fois 3 heures. Bon. C'est un problème. C'est vraiment l'exception là-dedans et ça a soulevé effectivement beaucoup de questions. Alors, un message qui avait été passé mais pas assez retransmis, j'ai l'impression, c'était de prévoir la possibilité d'une dérogation pour les élèves qui vont rentrer en 4e l'an prochain et soit l'an prochain, soit l'année suivante, de rajouter une demi-heure de langue vivante. Une dérogation possible, vraiment, avec les moyens disponibles. Ça rattrape et ça ramène, effectivement, mais ça rattrape qu'à moitié, certes, mais ça ramène dans le cadre général, on ne perd qu'une demi-heure. Ce à quoi il faut penser, avant de penser au cadre et à l'organisation, il faut penser à la pédagogie. On voit que ça suscite des réactions. Je crois qu'il faut que vous mesuriez donc. Il faut que vous mesuriez que dans le cadre qui est celui de la préparation de rentrée, les éléments qui remontent sont, comme vient de le dire M. Cavaillé, analysés et sont pris en compte. Donc l'aspect lié à cette dérogation, je crois, est un élément important à différents titres. D'abord pour les élèves, parce que c'est évident, on est là pour les élèves, mais il y a aussi des enjeux en lien avec les équipes disciplinaires, en lien aussi avec les remarques des parents d'élèves. Il faut aussi qu'on soit conscient de tout ce qui est sous-tendu derrière ce qui est en train d'être proposé.
oui. Oui, tout à fait. Ça pose beaucoup de questions aux parents d'élèves. Alors, bon, en lien aussi avec la suppression des sections européennes, qui les interroge beaucoup, notamment si un premier enfant est passé ou pas. Il faut vraiment réaliser qu'on étale et on augmente l'enseignement d'une langue pour l'ensemble des élèves au lieu de le concentrer. C'est vrai que c'était très bien, mais c'était réservé à quelques-uns parce qu'on n'avait pas les moyens d'ouvrir des sections européennes pour tout le monde. Donc, il faut être réaliste là-dessus. Je vous disais qu'on a dans l'organisation une demi-heure qui peut être ajoutée, mais ça c'est de l'organisation. Pédagogiquement, il y a d'autres moyens aussi d'influencer justement peut-être la qualité aussi des cours qui vont être donnés. Vous savez que pour les langues vivantes, eh bien, le travail de l'oral est quelque chose d'extrêmement important et que travailler l'oral, eh bien, ça se fait aussi plus facilement en groupe restreint. Donc, dans les moyens qui sont accordés aux établissements, les moyens supplémentaires, on peut penser peut-être donner une priorité, au moins dans l'année qui suit ou les 2 années qui suivent, aux langues vivantes pour des groupes à effectif réduit. C'est un moyen aussi de rattraper cette baisse dans les horaires. Après, chaque établissement apportera sa solution. Il n'y a pas de solution miracle, de réponse universelle. C'est vraiment au sein de chaque établissement. Comme pour l'ensemble de la réforme, il faut des adaptations liées à la politique, au public, aux enseignants, à tout ce qui fait l'établissement. Je finis ensuite sur le dernier cas, la nouveauté ici en vert, c'est l'enseignement des sciences et de la technologie qui a été regroupé, dont les horaires ont été regroupés en classe de 6e. Alors, certains y ont vu une incitation à faire de l'EIST systématiquement en 6e. Non, pas du tout. Ça n'est ni une incitation ni une interdiction. Des établissements faisaient de l'EIST, continueront à le faire s'ils en ont envie, peuvent arrêter. D'autres établissements peuvent s'y mettre, mais il n'y a pas d'incitation. En fait, c'est tout simplement parce que nous avons une année de 6e qui finit le cycle 3. Or, en CM1, CM2, les 3 disciplines sont enseignées dans une discipline commune. D'ailleurs, il y a un seul programme, sciences et technologies. Il va falloir finir le programme de sciences et technologies, donc importance de tous les conseils de la liaison école-collège. Et on maintient, après, ce regroupement. On a une seule discipline, un seul programme. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un seul enseignant. On demande à ce que chaque année, chaque discipline soit enseignée, que ce soit un enseignement intégré ou pas. Il faut qu'il y ait physique, SVT, technologie. Et la répartition sera à faire justement au sein de l'établissement en fonction de ce qui s'est passé dans les écoles, en fonction des projets pédagogiques, encore une fois. Faudra-t-il des dédoublements ou pas? Tout ça sera à voir au sein de l'établissement. Alors, donc une répartition, vous le voyez, libre. Ne pas oublier qu'il y a toujours toutes les disciplines enseignées chaque année et que vous pouvez continuer, passer dans l'EIST, mais qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire là-dessus. Alors, si je reviens sur un cadre plus général avec les grilles horaires qui ont été publiées, la présentation qui a été adoptée, soyons francs, prête le flanc vraiment à une mauvaise lecture. Si vous regardez en bas, si on fait un zoom par exemple sur ce qui se passe en 6e, eh bien vous voyez que vous avez 23 heures plus 3 heures, et il a été très facile, et ça s'est produit souvent, et ça se produit encore. J'ai encore eu des chefs d'établissement qui m'ont contacté pour avoir des précisions là-dessus. On fait le total des enseignements, ça fait 23 heures, et on rajoute 3 heures d'AP. J'espère que vous savez tous maintenant que ce n'est pas le cas, et qu'on a bien 26 heures au total, et que dans ces 26 heures, il faut 3 heures qui seront de l'AP. On reviendra sur l'AP plus tard, mais ce sont toujours 3 heures de cours disciplinaires auxquels on va donner une coloration, dans lequel on va mettre en place certains dispositifs, certaines attitudes pédagogiques, et dans le cours, on fera de l'accompagnement personnalisé. Alors, autre chose, donc, ici oui. Il ne faut pas confondre, excusez-moi, ces 26 heures dont 3 heures avec 26 heures plus 3 heures, hein. Et c'est la question qui m'a été reposée la semaine dernière. Vraiment, j'ai eu un mail me disant on a bien 26 heures de cours plus 3 heures d'AP. Donc soyez persuadés que non, 26 heures de cours obligatoires. Alors comment faut-il le lire en fait? Si je peux avancer. Il faut bien penser que c'est 26 heures dont 3 heures d'AP ou 26 heures dont 4 heures d'enseignement complémentaire pour le cycle 4, c'est-à-dire l'AP et les EPI. Donc,
Avance, s'il te plaît. Voilà. Donc 26, dont 3, 26, dont 4. Bien. Alors, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et il y a une nomenclature qui, elle aussi, est peut-être un petit peu trompeuse. On a 26 heures d'enseignement obligatoire. Je vous ai dit, c'est le mot important. Voilà, tous les élèves ont 26 heures de cours. Dans ces 26 heures, on va avoir 3 ou 4 heures selon les niveaux d'enseignement complémentaire. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a dit, bon, ce qui n'est pas dans les enseignements complémentaires, on va appeler ça des enseignements communs. C'est un petit peu illusoire quand même. Se dire que les enseignements sont communs à tous les élèves parce que ce n'est pas de l'AP. Moi, je ne sais pas quel enseignant fait exactement le même cours d'une classe à l'autre, fait exactement le même cours que son collègue de la même discipline. Donc ces enseignements sont communs, oui, peut-être pas plus et peut-être moins que des heures d'AP sur lesquelles on s'est entendu pour mettre en place un dispositif. Merci Madame la rectrice. Donc, s'il y a eu une réelle concertation pour des heures d'AP, eh bien peut-être que ces heures d'AP seront plus communes que les heures dites d'enseignement commun. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer par ce vocabulaire. Hein. C'est bon, il a été adopté, il est ce qu'il est. Mais vraiment, on a les 26 heures obligatoires. Alors, pourquoi ce terme obligatoire est-il important? Parce que ça nous dit qu'il peut y avoir des heures en plus du moment qu'elles ne sont pas obligatoires. On a parlé d'heures d'atelier, on a déjà prévu les enseignements de complément. Tout ça est basé sur le volontariat des élèves. Ce ne sont pas des heures obligatoires. Alors rien ou presque n'empêche de créer ces heures, de rajouter ces heures. Ce qui pourrait l'empêcher, c'est effectivement, bon, mais parce que vous n'avez plus assez d'enseignants, parce que vous n'avez pas les moyens. Ces heures-là nécessitent, les heures d'atelier par exemple, nécessitent des moyens spécifiques. Est-ce que vous les avez? Est-ce que le rectorat les a? J'ai l'habitude de dire qu'il n'existe pas de planches à heures sup, comme on aurait des planches à billets dans les rectorats. On ne peut pas, comme ça, il y a des moyens, on ne peut pas les dépasser. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Oui, déjà, effectivement, vous êtes gâtés dans cette académie, puisque pour l'an prochain, les moyens supplémentaires qui devraient être 2h45 sont déjà à 3h. Un petit quart d'heure, ça n'est rien, mais c'est quand même très important. Alors, pourquoi, justement? Parce que ces 3 heures de moyens supplémentaires, alors pour vous, le problème sera encore pire. Certains, mais si 3 heures sont égales à 3 heures, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Comment on les pense? Alors, certains ont dit, les 3 heures de dotation supplémentaire, en fait, sont les 3 heures d'AP en 6e. C'est facile, hein, on nous donne 3 heures. Et encore une fois, j'ai des chefs d'établissement qui me disent, ça y est, mon plan est fait, je dédouble toutes les classes en 6e pendant 3 heures pour l'AP. Bon, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de la réforme. Parce que là, on a quand même une méconnaissance de ce qu'est réellement l'accompagnement personnalisé. Donc on en reparlera tout à l'heure. Mais il ne faut vraiment pas assimiler ça. Alors d'une part, ce qui vous donne des pistes, c'est que normalement, bon, pour vous l'argument ne sera pas valable cette année, mais on ne devrait avoir que 2h45 cette année. Et puis, si vous pensez, bon, 6e, ça va, mais cycle 4, vous avez 4 heures d'enseignement complémentaire. Vous ne pouvez pas faire des dédoublements dans les enseignements complémentaires avec 3 heures. Donc là, de toute façon, on voit bien que ce sont deux choses différentes, même si la valeur est la même. Alors, ce à quoi il va falloir penser pour cette dotation, c'est en plus, quand on vous dit 3 heures par division, ce n'est pas tout à fait ça. C'est 3 heures multipliées par le nombre de divisions. Ça vous donne, si vous avez 20 divisions, vous avez 60 heures, donc vous faites à peu près ce que vous voulez. Là aussi, on a un cadre, des règles, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais vous avez aussi de la liberté dessus. Il ne faut pas se fixer sur 3 heures par classe. Alors venons-en donc à ce fameux accompagnement personnalisé. Je vous disais, c'est quand même quelque chose, alors qui n'est pas nouveau, et pourtant, pour beaucoup, il va falloir changer certaines choses, ou voire tout changer. Alors, une chose qui change de façon évidente dans la programmation, c'est que l'accompagnement personnalisé, qui était sur des heures supplémentaires en 6e uniquement, intègre les cours à tous les niveaux. 3 heures en 6e, 1 à 2 heures par semaine au cycle 4. Pardon. Alors 1 à 2 heures, ça peut être 1h30 chaque semaine, ça peut être une semaine 1 heure, une semaine 2 heures, ça peut être tout le temps 1 heure, tout le temps 2 heures.
voire ça peut être une semaine avec 3 heures et la semaine suivante on n'en a qu'une. On peut vraiment beaucoup varier les choses. Et puis certains chefs d'établissement m'ont dit mais moi j'ai beaucoup d'enseignants qui sont très impliqués là-dedans, ils ont bien compris ce que c'était, tout le monde veut en faire, les élèves vont en avoir 6 heures par semaine. Et alors, quel est le problème? Si on fait quelque chose qui améliore la qualité des cours et qu'on en fait 6 heures par semaine, qui va s'en plaindre? Donc là encore, on a le cadre et puis on a l'esprit de la réforme. Cet accompagnement personnalisé, c'est quelque chose qui est fait pour les élèves, mais aussi, si on l'a mis dans les heures de cours, c'est aussi fait pour les enseignants, pour leur dire, voyez, vous pouvez le faire pendant vos heures de cours. Et on a un petit peu recherché ce qui se passait dans d'autres pays, quel était l'accompagnement. Et la meilleure réponse qu'on ait eue a été sur la Belgique. Quand on a demandé comment se passait l'accompagnement personnalisé des élèves, on a eu un éclat de rire au bout du fil. La personne disant, mais vous vous compliquez la vie, nous on accompagne les élèves tout le temps. Ce serait l'idéal. Maintenant, c'est un objectif. Voilà des petits pas qui vont se mettre en place. Et au bout d'un moment, les enseignants vont nous dire, mais j'ai plus besoin de cibler mon cours, je fais tout le temps l'accompagnement des élèves. Que ce soit accompagnement personnalisé ou accompagnement pédagogique, on en parlera plus loin, mais c'est l'objectif. C'est de penser qu'on accompagne les élèves en permanence. Alors, on a quand même quelques règles qu'il faut suivre. Tous les élèves sont concernés. Donc, on ne va pas prendre des groupes d'accompagnement personnalisés et puis d'autres iront faire des EPI ou n'auront pas d'accompagnement. Non, c'est pour tous les élèves. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que l'accompagnement personnalisé pour qu'il concerne tous les élèves. Même nombre d'heures pour tous les élèves d'un même niveau. Alors en 6e, la question ne se pose pas, vous avez 3 heures tout le temps. Vous ne pouvez pas dire en 5e, certaines classes ont 2 heures d'AP, 2 heures de PI, d'autres ont 1 heure d'AP, 3 heures de PI. Non, il faut la même répartition. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est 2 heures dans la même discipline ou 1 heure dans la même discipline pour tout le monde. Là, on ne parle que de quantité horaire. Ensuite, on commence à aller vers la définition de l'AP, et là, Sophia vous en parlera sûrement un petit peu plus. L'accompagnement, ce n'est pas, on verra dans la diapositive suivante, l'aide, oui, on peut y aller directement. Ce n'est pas l'aide individualisée. Ou personnalisé même. Derrière cette notion d'aide, on a 2 choses. On a d'une part ce qui existait à une époque de faire des groupes, on gardait les élèves en difficulté plus longtemps, ce qui ne fonctionne pas. Il y a eu des études, on trouve assez facilement des références sur le sujet. Ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc il faut envisager autre chose. Et les systèmes, justement, dans lesquels ça fonctionne, sont les systèmes où on accompagne l'ensemble des élèves. Tous les élèves progressent. Et les élèves en difficulté progressent aussi. Si on se concentre sur eux, on a de nombreux risques. Par exemple, ce qu'on appelle le surétayage. L'élève que l'on a aidé pendant 16 heures, le jour où on ne l'aide plus, il s'effondre complètement. Ça, c'est un des risques qui est assez simple à visualiser. Donc, on va chercher à les mettre en action, on va les mettre en interaction, donc des contextes interactifs. On a toute une démarche pédagogique qui sera expliquée juste après. Un dernier point. Avant de passer, je crois, la parole... l'accompagnement personnalisé, ça concerne tous les élèves, ça peut concerner tous les enseignants aussi. Je devrais même dire, ça doit concerner tous les enseignants. Maintenant, vous n'allez pas obliger l'enseignant qui n'a aucune idée de ce qui se fait dedans, vous n'allez pas lui dire, l'an prochain, tu feras 1 heure d'accompagnement personnalisé. Ça n'aurait pas de sens. Il faut lui donner, lui aussi, le temps, voilà, des petits pas à faire, de comprendre en voyant ce que font ses collègues, de participer aux discussions et de finir par s'y mettre. Mais il ne faut plus penser, et là encore on a des retours dessus, eh bien voilà, en 6e on va faire 1 heure d'AP en français, 1 heure d'AP en maths, 1 heure d'AP en langue, sur toute l'année. Ça, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est trop restrictif comme pensée. Et vraiment, ça limite le fait que l'accompagnement doit aussi s'adapter à ce que sont les élèves. Là, on a décidé a priori qu'on a ça, même si on sait très bien qu'on a souvent des problèmes, mais est-ce qu'il y aura besoin toute l'année dans une seule discipline? Est-ce qu'on ne peut pas envisager déjà de changer de discipline? Est-ce que vraiment il faut que ce soit sur le français, les mathématiques, sur les langues? Les autres disciplines ont énormément à apporter aussi, parce que aussi tout ce qui sera travaillé en AP va être transversalisé après. On va montrer aux élèves que ce qu'ils ont fait peut aussi s'investir dans les autres disciplines. Donc qu'on les fait dans une discipline ou une autre, ce sera le même apport pour les élèves. Alors, un petit point de vocabulaire.
Oui, donc là, vous voyez que l'aide personnalisée ou l'aide individualisée, ça on abandonne. Un petit point de vocabulaire. Donc, on va vous dire en AP, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier. Alors, diversifier, c'est dans l'organisation des enseignements qu'on va faire bien des groupes, on va faire des alignements avec des classes, on va diversifier la façon d'enseigner. On a aussi la différenciation. Alors là, j'ai ma classe entière, par exemple, et je sais que dans ma classe, eh bien, j'ai des élèves qui ont plus de facilité que d'autres sur tel ou tel sujet. Je vais préparer, par exemple, sur une séance d'exercice, je vais préparer des exercices plus ou moins difficiles. Je vais faire les mêmes exercices en donnant plus ou moins d'aide. L'objectif étant d'arriver justement au même point pour tous les élèves. On vise le même objectif. On ne va pas se dire, de toute façon, celui-là ne comprend pas, il n'y arrivera pas. Je lui donne des choses simplistes et je ne le pousse pas à progresser. Non, il faut pousser tous les élèves vers le même objectif, mais en les aidant plus ou moins, par exemple. Personnaliser, ce terme qui est souvent mal compris, eh bien, c'est tenir compte du fait que devant nous, on a des personnes. Les élèves ne sont pas des éponges à savoir, ce sont des personnes qui ont déjà des acquis, qui ont un potentiel, et il va falloir exploiter tout ça. Donc il va falloir les mettre en action, les faire travailler, et j'insistais sur le contexte interactif. Une des meilleures façons pour eux, et justement là on va voir que les élèves qui sont, les bons élèves, on qualifie de bons élèves, qui sont en avance peut-être, eh bien dans un contexte d'interaction, ils vont pouvoir aider les autres, ils vont échanger, et eux-mêmes, pour faire ça, vont devoir encore plus creuser les notions qu'ils sont en train d'expliquer. Donc pour eux aussi, c'est un apport gigantesque. Et puis le dernier point, individualisé, alors ça fait peur, parce que c'est se dire, j'ai 270 personnes devant moi, je vais cibler chacune des personnes pour voir, c'est mission impossible, effectivement. Donc on ne va pas partir dans, justement ce qui a fait reculer les gens, on ne va pas partir dans de l'aide individualisée. Maintenant, l'individualisation, on le fait tout le temps en tant qu'enseignant. Eh bien, un élève pose une question, on va s'occuper de cet élève pendant quelques minutes, quelques secondes. On fait de l'individualisation à ce moment-là. Donc on ne va pas la rejeter, mais ça ne doit pas être la base du travail. Il faut y être prêt simplement. Voilà. Alors, l'idée là de ces apports un petit peu plus pédagogiques où on entre vraiment dans la classe, c'est de vous permettre d'être en mesure aussi d'accompagner vos équipes et de voir peut-être ce qui pourrait leur manquer ou au contraire de voir ce qui se fait dans les classes, ce que vous entendez, de manière à pouvoir apporter des réponses. Je vais passer. Ah oui, je reviens aussi sur ce diaporama. Hein, donc il y a 66 vignettes. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va vous transmettre ce diaporama. On va passer assez rapidement sur certains points, mais vous aurez en tout cas cet outil disponible si vous souhaitez, par exemple, faire des présentations, organiser des groupes de travail dans vos établissements. Donc, ça vous permettra en fait d'avoir ces éléments à l'appui. Alors, sur l'accompagnement pédagogique ou le cadre, plus particulièrement le cadre réglementaire. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais si il y a donc j'ai juste sélectionné par exemple un article qui rappelle les contenus pédagogiques qui sont attendus par l'accompagnement personnalisé. Donc c'est, il me semble, le point important pour vous en tant que cadre et qui accompagnez vos équipes. Hein, et puis ça, on rappelle tout ce que tu viens de dire de façon un peu plus globale, c'est-à-dire que l'accompagnement des élèves se fonde sur des pratiques pédagogiques, diversifiées, différenciées, etc., où on s'adapte aux élèves. Donc là, c'est pour que vous ayez des éléments du cadre réglementaire. Donc on a ciblé vraiment l'article qui pouvait venir en aide aux élèves. Sur l'autonomie des établissements aussi, parce qu'on voit bien que dans le décret, ces deux éléments sont liés, c'est-à-dire que les dispositifs ne vont être pensés dans les classes qu'à partir des besoins que vous allez pouvoir identifier. Par exemple, Bertrand disait qu'on ne va pas individualiser tout le temps, mais si par exemple on va avoir sur certains établissements des demandes particulières où il y a nécessité de penser des temps un peu plus importants dans les classes d'individualisation, forcément à un moment donné, vous allez adapter vos dotations horaires par rapport à ça et donc prévoir soit de la co-intervention, soit du dédoublement. Alors l'accompagnement, oui,
on va revenir aussi sur l'accompagnement pédagogique et l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé est un temps dédié de l'accompagnement pédagogique qui devrait se faire tout le temps. Donc là, c'est une liste d'ingrédients. L'accompagnement pédagogique ne se limite pas à certains élèves, il est là pour tous. Et l'idée, c'est de bien penser à tenir compte de la diversité des élèves. Et puis évidemment à penser à la progression dans les apprentissages, tout ça on vous le laisse. Vous avez déjà eu ces discours à plusieurs reprises. Voilà, on vous les laisse pour les utiliser. Mais juste quand même pour revenir maintenant sur l'accompagnement personnalisé, il y a des ingrédients comme ça qui sont donnés mais qui sont importants parce qu'en fait ils vont vous permettre de penser des dispositifs. Et là, on revient au choix que peut-être vos équipes ont déjà fait ou qui sont en train d'être réalisés, à savoir comment on organise les groupes d'accompagnement personnalisés. Donc, il s'adresse à tous les élèves, mais si vous souhaitez, parce que vous avez des projets de différenciation organisés, des temps en barrette pour pouvoir créer des groupes de 2 ans, vous pouvez le faire. L'idée, en tous les cas, c'est de toujours avoir à l'esprit que on n'est pas dans une logique de remédiation ou de remise à niveau, mais on est bien dans une logique d'enseignement de la discipline où on va essayer de penser l'autonomie des élèves. Donc ça, c'est important de se défaire tout de même des dispositifs précédents qui étaient vraiment des dispositifs de remise à niveau où parfois on ne pensait pas forcément le renforcement des élèves. Alors, les ingrédients de la paix, très sommairement pour vos équipes, c'est de penser à ce qu'il y ait les programmes qui soient au cœur des enseignements. Et donc ça, c'est très important parce que vos équipes vont penser des dispositifs et parfois il y a des projets qui sont extrêmement intéressants, mais où les programmes vont être dilués et ne vont pas permettre, en fait, ce qui ne va pas permettre aux équipes d'avancer. Donc, toujours avoir en tête à poser quels sont les objectifs du programme dans les dispositifs que vous avez pensés, etc. Qu'est-ce que vous enseignez en termes de programme ? Évidemment lié au socle, aux compétences du socle commun, notamment le domaine 2, puisqu'en fait c'est vraiment un autre ingrédient, c'est de penser aux démarches d'apprentissage. Autrement dit, l'accompagnement personnalisé dans vos établissements doit faire le lien entre les programmes et le domaine 2, à savoir tout ce qui est en lien avec les démarches d'apprentissage, comment on apprend, comment on peut progresser en ayant vraiment un regard explicite sur les enseignements. Alors pour les acteurs, on l'a déjà dit, vous le savez déjà, mais bon, tous les acteurs sont concernés par l'accompagnement pédagogique, tous les enseignants, j'entends. C'est le conseil pédagogique qui identifie les besoins et qui prend en compte les spécificités de l'établissement pour faire des propositions. Alors ça, en termes d'accompagnement des équipes, ça veut dire que c'est certes un dispositif, mais à un moment donné, ce dispositif il va être conçu à partir d'identification des besoins. Donc je suppose qu'à cette heure-là, en tout cas pour la rentrée prochaine, vous avez peut-être déjà fait ce travail-là d'identification des besoins. Et donc c'est le chef d'établissement et le conseil pédagogique qui va décider à partir, évidemment, on sait bien, des données également en termes de ressources humaines. Alors les questions à résoudre. On vous laissera cette vignette parce que ça c'est vraiment des feuilles de route que vous pouvez laisser à vos collègues. C'est-à-dire quels sont les apprentissages fondamentaux qu'on va choisir de travailler en accompagnement pédagogique, quelles sont du coup les disciplines concernées. Les convergences, alors c'est peut-être ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre pour les enseignants, à savoir quelles sont les convergences en termes d'apprentissage qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple en histoire géo et en mathématiques. C'est 2 enseignements complètement différents, des programmes différents, et en même temps, pour qu'il y ait une lisibilité de la part de l'élève, il faut qu'on puisse construire comme une sorte de feuille de route où il y a des convergences qui sont opérées. Par exemple, je ne sais pas, si on travaille, on est en histoire, en géographie, on est en mathématiques, on va travailler le graphique, comment finalement la lecture du graphique, parce qu'on va
entrer par justement la démarche d'apprentissage, de traitement de données, de saisie, d'écriture d'un graphique, comment cet élément-là va faire convergence. Et c'est pas juste une convergence de surface pour les enseignants, où on sait qu'à un moment donné, on a ce fameux, ce rendez-vous, le graphique en histoire-géo et en mathématiques. Il faut que ça devienne également explicite pour les élèves. Et c'est parfois la partie explicite au regard des élèves qui n'est pas assez visible. Alors, pour vous, ça veut dire qu'il va falloir, avec vos équipes, penser la feuille de route de l'accompagnement personnalisé, identifier peut-être ces fameux fils rouges pour que, du coup, à l'intérieur de chaque enseignement, ça puisse être visible pour tout le monde. Alors évidemment, les dispositifs, vous en avez déjà, on va revoir tout à l'heure. Et puis les pratiques de classe, tout à l'heure, on aura un temps plus particulier sur des séances de classe, comment fonctionne l'AP, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, et les gestes professionnels que l'on peut développer. Donc ça, forcément, il faut faire le lien avec la formation autour de l'accompagnement pédagogique. Alors, quelque chose aussi qui est important pour pour que vous ayez aussi une lisibilité sur les programmations des enseignants et sur les grands moments de l'accompagnement pédagogique, c'est que l'accompagnement n'est pas juste le temps de la remédiation. C'est-à-dire que là, ce qui est encore très prégnant pour les équipes, c'est que l'accompagnement dans ma démarche d'apprentissage, c'est-à-dire le regard que je vais porter plus particulièrement sur les élèves pour voir où ils en sont, très souvent, je l'ai après l'évaluation. Et là, ce qu'il va falloir construire avec vos équipes, c'est une attention à un accompagnement qui ne s'opère pas et qui n'intervient pas simplement au moment, post-évaluation pour construire une remédiation, mais qu'il y ait bien un regard sur ces élèves, on va dire, au moment d'une évaluation diagnostique. J'entends, l'évaluation diagnostique, c'est pas un questionnaire de 30 items qu'on va mettre 150 heures à traiter, parce que là, on va pas le faire, on va le faire une fois, donc ça va pas forcément aider dans le quotidien de la classe. Une évaluation diagnostique, ça peut être un questionnement en début d'heure, ça peut être très rapidement 2-3 questions en fin d'heure, c'est quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de souple et de facile à mettre en œuvre. Sinon, c'est des belles paroles, et puis dans la réalité des classes, ça n'aura pas lieu. Mais pour vous, en tant que personnel encadrant, c'est de bien avoir à l'esprit que les dispositifs d'accompagnement personnalisé ne s'opèrent pas uniquement au moment de la remédiation, mais que c'est quelque chose qu'on fait à toutes les phases de l'apprentissage. Donc, pour accompagner donc toutes les phases d'apprentissage, pas simplement de la remédiation, mais ça peut être aussi de la remédiation. Il s'agit peut-être quand même de viser aussi les fondamentaux. Qu'est-ce qui semble essentiel aux enseignants sur le niveau de 5e, 4e, 3e, 6e. Qu'est-ce qui semble vraiment être essentiel pour que du coup on ait ces éléments de convergence entre les disciplines, et puis l'idée d'accompagner tous les élèves. Très rapidement encore, puisque je suppose que ça va faire l'objet de formations auprès de vos équipes, mais quand même, il faut que vous ayez cette lisibilité quand vous allez repérer les dispositifs ou quand vous évaluerez avec vos équipes la pertinence pédagogique de ce qui aura été mis en œuvre. Il y a quand même 3 temps très importants dans l'accompagnement personnalisé. Cette phase de diagnostic qui nous permet de penser les apprentissages et les groupes s'il est nécessaire, ou même des temps différents avec les différents élèves, des aides, etc. Donc ça, c'est un diagnostic. Et je le rappelle, ce diagnostic, il faut qu'il soit humainement viable, efficient. Si c'est trop compliqué de faire un diagnostic, finalement on n'en fait pas, et puis on ne prend pas en compte la diversification, les différents élèves, les élèves différents. Le temps de prise en charge, c'est-à-dire que j'ai repéré telle chose, je vais faire une prise en charge particulière, adapter mes enseignements, penser des exercices, des activités, des démarches. Et ce qui manque parfois, alors c'est pas très clair, mais ce qui manque vraiment et qui va être très important de mettre en évidence auprès des élèves, c'est les moments de renforcement. Donc Bertrand parlait tout à l'heure de surétayage. Il y a des élèves qu'on aide depuis la maternelle, qui sont suivis par post-E, post-F, etc., etc. Et donc ce surétayage, sans temps de renforcement, crée tout simplement de l'insécurité. Donc, qu'est-ce que c'est que le renforcement ? C'est
l'enseignement explicite de l'enseignant qui à un moment va dire, ben voilà, tu as été aidé, ou nous avons tous travaillé cette notion-là ensemble. Maintenant, c'est bon, vous pouvez le faire tout seul, ou vous pouvez ne plus être aidé, ou vous pouvez changer de groupe, ou passer à un niveau différent. Tout dépend des dispositifs que vous avez mis en œuvre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment ce temps de renforcement, ce moment de renforcement qui soit verbal, alors posé avec un cahier des réussites, identifié par le biais de compétences, identifié par les élèves, voilà, je sais le faire, etc. Mais il faut que ce soit vraiment très explicite pour que les élèves, en fait, n'aient pas cette habitude du renforcement et deviennent dépendants, en fait, et de l'accompagnement personnalisé. Voilà, donc on avait vu la différence entre accompagnement pédagogique et accompagnement personnalisé. Nous le rappelons, l'accompagnement pédagogique, on le fait tout le temps, et on va dire que l'accompagnement personnalisé, c'est ce temps d'enseignement dédié à l'accompagnement, mais on l'espère que d'ici quelques années, finalement, il se fasse au quotidien, comme chez nos amis belges. Voilà. En fait, on peut le penser un peu comme un temps de laboratoire pour des enseignants qui n'auraient pas été concernés justement par l'accompagnement personnalisé en 6e, qui n'ont jamais mis les mains dans ce cambouis-là, et qui vont se former. Alors bien sûr, on ne va pas leur imposer, on va leur proposer, on va peut-être pas leur faire dès le début, mais leur proposer de voir ce qui se fait dans les autres, par les autres enseignants, par leurs collègues. Et puis ils vont s'y mettre progressivement, mais il faut vraiment donner la chance à tous les enseignants, à toutes les disciplines de participer à ça, et aussi donner la chance aux élèves de bénéficier de cet accompagnement dans toutes les disciplines. Alors l'accompagnement pédagogique, c'est quelque chose qui ne date pas des décrets là, du 19 mai, vous faites leur anniversaire demain, je viens de réaliser ça, mais ça date du 18 novembre 2014. On a parlé d'accompagnement pédagogique des élèves, et c'est passé totalement sous silence parce que le décret qui a défini cet accompagnement pédagogique a aussi parlé du redoublement. Jusqu'à présent, très rapidement, le redoublement était associé à l'orientation. Dans le Code de l'éducation, c'était les mêmes articles. Et on a sorti le redoublement de la procédure d'orientation. Ce n'est pas une orientation et un redoublement. On a fait des articles à part. Donc il a fallu, dans l'écriture du décret, dire, eh bien, toutes les allusions au redoublement dans l'orientation, on les supprime. Et 18 fois, je crois, dans le décret, on voit les mots de redoublement sont supprimés. Conclusion, on supprime le redoublement. C'était pas du tout ça, hein. On en fait quelque chose, vraiment une procédure particulière. Et cet aspect-là a complètement gommé l'essentiel, vraiment le fondement de ce décret et de la réforme, c'est l'accompagnement pédagogique des élèves. L'accompagnement pédagogique des élèves, c'est vraiment une posture des enseignants, un changement ou une évolution des postures suivant les enseignants. Et là, je vous donne quelques pistes de réflexion. Il devrait y avoir, maintenant je ne promets plus de date, mais des fiches qui vont être publiées pour justement nourrir un petit peu cette réflexion. Et vous voyez que l'accompagnement pédagogique, il concerne non seulement les enseignants, mais toute l'équipe éducative. Donc la vie scolaire, vous-même, ça peut concerner l'intendance, ça peut concerner la cuisine, ça s'étale vraiment à tous les personnels, au sens large. Et puis, ça s'étale aussi non seulement sur des heures de cours, mais il faut penser, pour un bon accompagnement, que l'élève est élève pendant les heures de cours, certes, mais il l'est aussi avant et après. Alors avant, on pense tout de suite à la préparation des cours, préparation des contrôles, après, sur les restitutions, les révisions. En fait, on touche à beaucoup de choses. Si je prends par exemple la catégorie dans les démarches pédagogiques, le positionnement du professeur, parce qu'on y pense tout de suite, de changer de regard sur l'élève. Je vous ai dit tout à l'heure, l'élève n'est plus une éponge à savoir. On a souvent considéré ça, on déversait du savoir, maintenant on va mettre l'élève en action. Mettre l'élève en action, ça veut dire aussi accepter que pendant un cours, s'il y a, comme vous en faites la démonstration, des bavardages, eh bien, justement, moi je le prends très bien, parce que ça veut dire que vous réfléchissez à ce qu'on est en train de vous dire. Jusqu'à présent, réfléchissez, réagissez, mais jusqu'à présent on disait quoi? Oh là là, il bavarde, il faut autre chose. Alors c'est le cas pour certains, comme on le fait remarquer, mais je pense que pour la majorité, vous êtes en train de vous poser des questions. Et le bavardage devient en fait une méthode de travail aussi pendant les cours. Là, on change de regard. On peut aussi changer de regard sur les erreurs commises. Alors là, vous travaillez beaucoup quand même.
On peut aussi changer de regard sur les erreurs des élèves. Jusqu'à présent, une erreur, c'est un échec. Il faut vraiment que l'enseignant lui-même se dise que l'erreur, c'est un symptôme, que ça montre quelque chose et que ça fournit des pistes de travail. Pour l'enseignant, bien sûr, parce qu'il a une classe à gérer, il va falloir qu'il adapte aussi ses progressions, la façon de travailler, qu'il revienne sur ce qui n'a pas été compris. Bon, ça, c'était quand même déjà assez admis. Mais aussi à titre individuel, pas seulement au niveau d'une classe. Et puis, il faudra aussi, et là, c'est par exemple dans la partie faire apprendre le métier d'élève, que l'élève lui-même change de regard sur ses propres erreurs. Et là, c'est un travail énorme à faire, parce qu'on a l'attitude des enseignants, l'attitude des familles, l'attitude des élèves eux-mêmes et entre eux, qu'il va falloir faire évoluer. Justement, pour prendre en compte le fait qu'une erreur, c'est normal, c'est indispensable, qu'un élève qui ne fait jamais d'erreur, c'est assez inquiétant quand même. À la limite, il n'est pas, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, normal. Un élève normal fait des erreurs. Petites, grandes, plus ou moins importantes, mais il faut apprendre à travailler avec les erreurs pour arriver à ne plus en faire. Donc vous verrez sur ce plan qui vous sera remis, dans le dernier point par exemple, qu'on a une organisation d'équipe, qu'il faut que les enseignants travaillent ensemble, qu'ils travaillent avec les chefs d'établissement, avec les corps d'inspection, avec les familles aussi. Donc il y a toute la lisibilité du projet d'établissement et du travail qui se fait dans l'établissement. Permettez-moi juste sur ce point, parce que nous y avons été confrontés avec certains de vos collègues dans le cadre de GPLD. Enfin, donc, tout le monde connaît le sigle. En tout état de cause, les groupes que nous réunissons en amont du GPL académique, certains de vos collègues nous ont fait part du fait que ce décret, puisque Bertrand Cavaillé vient de le rappeler, ce décret date de 2014. Il y a lieu peut-être pour nous-mêmes, et je parle là d'un point de vue collectif, de nous interroger sur ce qu'a été depuis ce décret le travail de réflexion qu'on a pu développer ou qu'on a peut-être laissé un petit peu de côté en lien avec ce qu'est la préparation de rentrée prochaine. Au-delà de la réforme du collège, certains de vos collègues proviseurs nous ont fait part de la tension qu'il y allait avoir à la fin de l'année de seconde à partir de l'application de ce décret. Donc tout ça pour dire qu'il faut qu'on reste attentif à ces éléments qui sont précisément définissant un cadre dans le cadre duquel il nous faut nous inscrire. Partant de là, voyons-y la nécessité d'un accompagnement des équipes pédagogiques pour que, au-delà de ce que vont être les décisions à prendre en fin d'année, le travail amont puisse produire les effets escomptés. Donc je me permets d'insister parce que c'est un dialogue qu'on a eu avec certains d'entre vous récemment et qui montre qu'il nous faut de façon précise accompagner les équipes pédagogiques sur ces éléments de façon à ne pas se trouver en difficulté au moment où il nous faut justement gérer la situation de l'élève en fin d'année, puisque ça a été rappelé par Bertrand Cavaillé, mais bon nombre des proviseurs qui sont confrontés là à cet instant de cette année nous l'ont signalé. Il y a des effets qui ne sont pas neutres dans l'organisation des classes, dans la montée pédagogique des élèves, par exemple, de seconde vers la classe de première, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, juste insister sur le fait que ces éléments sont importants, ce sont des éléments de mobilisation qu'il nous faut vraiment retenir pour justement réussir aussi cet effet escompté qui est celui de l'accompagnement des élèves, de la progression des élèves dans les apprentissages, mais aussi dans le parcours, puisque le doublement, ça a été souligné, n'est plus une modalité sur laquelle il faut trop vite aller en lien avec ce que pourrait être des fragilités d'élèves. Bien, nous allons enchaîner sur l'autre dispositif un peu nouveau, qui sont les EPI, donc les enseignements pratiques interdisciplinaires. Très rapidement, donc, le cadre, on a des EPI sur le cycle 4, sur l'ensemble du cycle 4, alors que les IDD étaient uniquement sur 5e, 4e. Durée 2 à 3 heures par semaine, encore une fois, c'est une durée moyenne. On peut avoir des regroupements, je vous montrerai des exemples d'organisation un peu plus tard, mais c'est même évoqué dans la circulaire qui a parlé de l'organisation des enseignements. On peut avoir des regroupements d'EPI. Maintenant, il ne faut pas se dire, tiens, mes EPI, je fais 3 semaines d'EPI en début d'année et j'en suis débarrassé. C'est encore une fois ne pas comprendre l'apport que les EPI peuvent être pour les élèves. Les EPI, ça se base
sur les disciplines. Ce sont des heures de cours, mais pendant ces heures de cours, on va étendre ce qui se faisait déjà en technologie, par exemple la démarche de projet. Ça faisait partie de leur programme. Donc eux sont vraiment une force, une ressource dans les établissements, puisqu'ils connaissent ça. Ils peuvent en parler, donner de l'expérience. Démarche de projet interdisciplinaire, deuxième point très important, il faut effectivement que plusieurs disciplines collaborent pour amener à une réalisation des élèves. Alors réalisation concrète, ça ne veut pas dire on retourne aux travaux manuels, c'est vraiment que les élèves produisent quelque chose et deviennent acteurs. On est toujours dans cette idée que les élèves agissent, ils ne font pas que recevoir des cours. Interdisciplinarité, ça peut prendre de nombreuses facettes, ça ne veut pas dire que les professeurs co-interviennent tout le temps. Il faut là aussi très grande liberté, ils travaillent sur un projet commun, pas obligatoirement en même temps. On peut envisager qu'une discipline prépare, l'autre prend le relais, que les deux finissent ensemble. On peut imaginer toutes les organisations possibles et imaginables, encore une fois, du moment qu'on a un projet pédagogique derrière. C'est vraiment toujours la base. Donc je pense que vous avez là largement recueilli des projets des équipes. Après, il faut faire rentrer ça un petit peu dans l'organisation de façon à ne pas avoir des enseignants qui auraient 40 heures de cours sur un trimestre et aucune le trimestre suivant. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Donc réalisation concrète, encore une fois, les élèves produisent quelque chose. Ça peut être un exposé, ça peut être une comédie musicale, une pièce de théâtre. On peut dire une comédie musicale, c'est pas concret, mais les élèves ont fait quelque chose, ils ont produit. Les parcours, donc on en reparlera, enfin Monsieur Marchive en reparlera tout à l'heure, mais les EPI contribuent bien sûr au parcours. Si vous regardez dans les thématiques qui sont proposées, il y a certains liens qui sont absolument évidents. Monde économique et professionnel, parcours à venir, il est évident que ça intervient, par exemple. Alors très rapidement, ça c'est réflexion pour vous-même, des pistes de réflexion. On peut avancer dans la diapositive. Vous avez des enseignants de différentes disciplines qui ont leur programme. Il faut qu'ils se basent sur leur programme. Ils vont trouver une thématique commune. Donc on avance, une thématique commune. Et dans cette thématique, ils vont définir un projet à faire par les élèves. Il faut que ce soit le projet des élèves, point important. Encore une fois, les élèves en action, et ils doivent participer à la création du projet. Bien sûr, l'enseignant est là pour mettre un cadre, pas partir des choses délirantes. Vous n'allez pas envoyer les élèves sur la Lune, mais vous allez justement un peu restreindre ça, mais il faut que ce soit les projets des élèves. Même chose, toujours pour vous, quelques pistes de réflexion. Vous voyez que j'avais mis l'enseignant avec S entre parenthèses. Il existe encore des PEGC, même si c'est rare. Des établissements qui font l'EIST en 5e peuvent avoir un enseignant qui fait plusieurs disciplines. Il peut monter un EPI tout seul. C'est quand même un cas un peu extrême. On ira plutôt vers 2, 3 enseignants, voire plus. Et on peut donc faire des organisations en parallèle, par exemple 2 fois 1 heure en parallèle. On peut faire 1 heure en alternance, on peut faire des heures en co-intervention. Donc la durée dans la semaine pour les élèves est aussi extrêmement variable. Donc on peut avoir des organisations simples, et ce sera sur la diapositive suivante. Là vraiment des exemples, rien de modélisant. Des organisations simples, c'est se dire, tiens, chaque trimestre, j'ai un EPI qui dure 3 heures par semaine. Voilà. Ça, c'est la réflexion de base. Encore faut-il que derrière, on ait des projets qui tiennent 3 heures. Alors encore une fois, si votre projet, au lieu de se terminer en début décembre, se termine 1 semaine ou 15 jours avant, le projet est fait, l'EPI est terminé. On ne va pas passer 1 heure de plus en disant on fait de l'EPI en ne faisant rien. Donc le cours continue, hors du cadre du projet, tout simplement. Donc là aussi, beaucoup de souplesse dans cette organisation. Je ne pense pas qu'on va faire un relevé comptable de la minute d'EPI, tout simplement. Vous pouvez donc combiner des EPI de durée ou de longueur différentes. Allons directement sur la diapositive suivante. Vous pouvez avoir ici donc vous voyez, des choses qui alternent sur des trimestres, sur des semestres. Ça, ce sont des cas simples. Vous pouvez aussi avoir des EPI qui se situent par exemple sur des périodes entre les vacances scolaires. Ça fait pour les élèves quelque chose de très cohérent aussi. Mais encore une fois, tout ça va découler des projets présentés par les enseignants. Voilà. Un conseil, il faut faire simple dans un premier temps.
parce que pour les enseignants, ça va être difficilement lisible, pour les élèves aussi, pour vous aussi, pour l'organisation, il faut vous faire un petit peu la main sur le sujet, même si, en fait, on verra que dans les emplois du temps enseignants, on ne change pas grand-chose. La nouveauté sont un petit peu les co-interventions, qui n'étaient pas très classiques, mais vous savez que les logiciels d'emploi du temps intègrent déjà la possibilité des co-interventions et le font vraiment bien. Alors, des exemples de scénarios un peu plus originaux. Par exemple, vous préparez, dans le premier cas, pendant 1 heure par semaine sur 10 semaines, et puis vous avez 1 semaine, alors je ne vais pas dire banalisée, mais consacrée à la réalisation finale de l'EPI. Ça peut être, par exemple, le cas d'une pièce de théâtre. Si tu appuies, on verra pièce de théâtre. Ouais. Vous pouvez consacrer un petit peu plus de temps, le faire là par exemple sur 2 trimestres, donc pour préparer une comédie musicale, 2 heures par semaine, et puis vous avez la dernière semaine avec toutes les répétitions, avec la mise en œuvre, ce genre de choses-là. Vous pouvez avoir aussi une alternance, 2 heures, 3 heures, 2 heures, 3 heures pendant quelques semaines, et puis avoir 2 jours consacrés à l'EPI, si vous montez un forum des métiers par exemple. Et on a toute la préparation du forum par les élèves, puis le forum lui-même avec l'installation, le rangement, etc. Vous pouvez alterner, alors, le tout dernier cas, pour vous dire qu'effectivement, c'est pas forcément 3 heures tout le temps. Vous pouvez avoir une période 2 heures, une période 4 heures. C'est pas gênant du moment que ça correspond à des projets. Voilà. Alors, les EPI, on a souvent, et j'ai souvent fait le lapsus avec les IDD, itinéraires de découverte. Ce n'est pas la même chose. Les différences principales, c'est que donc les IDD, enfin les EPI sont des heures de cours. Donc c'est pendant les heures de cours, ça s'appuie sur les programmes. C'est sur l'ensemble du cycle 4, alors que les IDD étaient sur des heures en plus. Et ça posait beaucoup de problèmes parce que finalement on faisait un peu n'importe quoi, on n'était pas forcément relié au cours. Ça c'est arrivé d'avoir des IDD qui finalement n'intéressaient pas forcément les élèves, où ça pouvait les intéresser, mais en tout cas pas les enseignants, parce qu'ils avaient un peu l'impression qu'ils avaient complété leur service avec, et point final. Donc là, vraiment, on reste dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre des heures de cours. Ce sont des exemples qui, parfois vécus même. Donc, on ne fait plus d'IDD, mais par contre, il ne faut pas complètement rejeter cette idée. On a beaucoup d'enseignants qui se sont réellement investis dans du travail interdisciplinaire. Tout ce travail-là, il faut le réinvestir, il faut le conserver, bien sûr. Ne dites pas à ces gens-là, oulala, jetez tout à la poubelle, on arrête tout. Non. Ce qu'ils ont fait, maintenant, il faut le faire évoluer pour que ça rentre dans le cadre, simplement, des EPI. Donc je commente très rapidement les quelques diapositives qui suivent, qui seront juste des éléments en fait que vous pourrez utiliser avec vos équipes autour des notions d'interdisciplinarité, pour montrer que s'il y a encore quelques résistances, ou en tout cas vous allez devoir accompagner les changements de perspective des équipes, voilà, des définitions qui sont reprises et qui instaurent en fait l'interdisciplinarité comme faisant partie des disciplines. Bon voilà, je vous les laisserai, vous pourrez les regarder et les utiliser en tant que tels. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, sur un sujet qui avait été particulièrement délicat à aborder en termes de formation des personnels. Donc, Madame Noguera et Monsieur Cavaillé ont une toute petite vidéo de 2 minutes 50, je crois, ou quelque chose comme ça, qui traite des compétences des professeurs dans le domaine de l'accompagnement personnalisé. Je vais vous proposer 2 consignes de lecture, puisqu'en fait, l'idée, c'est que vous puissiez avoir un regard spécifique qui est le vôtre, à savoir celui de personnel encadrant. Donc, on avait 2 vidéos au départ. Il y en a une, enfin, vous y aurez accès. On va la laisser, voilà, vous pourrez l'observer également. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser avec vos équipes. Donc, l'idée, c'est d'observer et de voir les compétences
qui sont mises en œuvre chez les enseignants, et notamment des compétences un petit peu nouvelles, ou en tout cas qui émergent davantage que dans des cours traditionnels. Donc ça, c'est la première grande question. Quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre et ces postures nouvelles enseignantes qui sont du coup mises en évidence là dans ces pratiques enseignantes. La deuxième question, c'est une fois que nous avons identifié ces compétences, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre, nous, en tant que personnel encadrant, pour favoriser l'émergence de ces compétences, faire en sorte que ces postures enseignantes puissent se réaliser, se développer, évidemment, dans l'idée d'un développement professionnel. Donc il y a deux questions. Quelles sont ces postures enseignantes nouvelles, ces compétences, et qu'est-ce que moi, dans mon établissement, je peux faire pour que du coup ça puisse avoir lieu, ça puisse émerger. Il poursuit 2 objectifs, en priorité consolider les acquis des élèves, mais aussi approfondir leurs connaissances. Il peut s'organiser selon 2 modalités, en classe entière ou en petits groupes. La liaison entre l'école et le collège est renforcée pour personnaliser plus efficacement la prise en charge des élèves qui en ont le plus besoin. Vocabulaire, sur le dictionnaire plus particulièrement. Durant toutes les premières semaines de la rentrée, les professeurs consultent les compétences validées ou non validées au stade du palier 2. C'est un travail qui est bien sûr complémentaire de la détection quotidienne qui se fait sur les heures de cours. Grâce à ce diagnostic assez fin, j'arrive à percevoir les difficultés, mais aussi les progrès des élèves et à les valoriser. Soit nous travaillons en classe entière, soit nous travaillons en petits groupes. Vous avez une série de mots à chercher dans le dictionnaire. Il y en a à qui je vais donner des aides, et il y en a d'autres qui vont se débrouiller avec leur dictionnaire. D'accord ? Marié. Tout seul. Alexis, avec ça, vous allez y arriver, vous allez voir. En classe entière, nous travaillons davantage par groupe, de manière à ce que les élèves puissent faire de l'écriture collaborative, du travail collaboratif. Et quand les élèves ont des difficultés, nous leur donnons des aides ponctuelles, soit pendant le cours, soit en amont par anticipation, pour qu'ils puissent prévoir ces difficultés. Non, vous êtes capable d'y arriver toute seule. Mohamed, j'arrive, je vais voir Margot d'abord. Vous avez écouté ce qu'il vous a dit ? Non, vas-y. Et vous êtes en groupe pourquoi ? Redis. Paternité, c'est un... Oh, merci. Ah oui, paternité. Merci. J'ai mis quel sens à votre avis ? Le 1, le 2, le 3, le 4 à votre... Exactement. Famille, familial, familier, familialement. Et ensuite un synonyme. D'accord ? En classe entière, on fait souvent tous les mêmes exercices. On passe souvent au tableau et on parle beaucoup à l'oral. Les mots de la langue française, ils viennent d'où ? Du grec et du latin. Comment on l'écrit grec ? Ce qui me plaît, c'est que on travaille en groupe. On peut se lever à notre guise pour aller voir le professeur et lui demander des conseils ou aller chercher des livres d'exercices et des dictionnaires s'il y a des mots qu'on ne comprend pas. On va travailler pour essayer ensemble d'écrire une épopée. Qui est-ce qui peut me citer une épopée ? Saber ? L'Iliade et l'Odyssée. Alors l'Iliade et l'Odyssée, qui sont écrites par qui a priori ? Homère. Pour répondre. J'évalue les progrès des élèves en faisant des évaluations par compétences qui évaluent évidemment la maîtrise de la langue puisque je suis prof de lettres, mais aussi la culture humaniste, l'initiative et l'autonomie. On va refaire cette petite course de jolie écriture. Le but du jeu, c'est d'abord de réussir à faire sa copie, sans faute, belle écriture. Les pratiques que nous essayons de mettre en place sont d'abord d'essayer de différencier au maximum nos apprentissages pour permettre aux élèves qui sont les plus en difficulté, tout comme à ceux qui sont le plus en réussite, de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça passe par à la fois, on va dire, le travail qu'on peut mettre en pratique dans la classe de façon ordinaire et à travers des petits groupes tels que celui dans lequel nous travaillons aujourd'hui. À toi de l'identifier. Il y a une petite erreur première ligne, pareil aussi. On travaille principalement sur des compétences qui ont été identifiées par l'ensemble des collègues de français. Les élèves sont regroupés, toutes classes confondues, mais avec le même point commun. Et on travaille sur des difficultés liées à la capacité de rédiger des textes. C'est pour ça en fait qu'on a appelé ce petit groupe Petit Scripteur. 2 minutes pour recopier avec votre écriture naturelle, mais en très lisible. 3,
Nous mettons en place donc toute une série de petits exercices avec une forme ludique qui permettent aux élèves de lever certains verrous qu'ils peuvent avoir par rapport au passage à l'écrit et à travers finalement ce type d'exercice prendre confiance, commencer à rentrer dans la cohérence textuelle, dans une meilleure graphie, dans une meilleure fluidité d'écriture, dans une meilleure rapidité aussi puisque la lenteur est souvent un problème qui les caractérise. Avec l'assistante pédagogique qui travaille dans ce groupe, donc nous fonctionnons souvent de la façon suivante. C'est au professeur que revient l'impulsion de l'exercice, c'est lui qui est un peu leader, qui lance l'activité, qui gère le rythme d'enchaînement des exercices. L'assistante pédagogique, elle, circule de petits groupes en petits groupes, rassure les élèves, les aide finalement à arriver à construire la bonne réponse, la réponse en tout cas la plus porteuse, la plus complète, la plus riche. Et à la fin de l'activité, c'est le professeur qui valide la réussite de l'exercice. Quand je suis rentré au collège, j'avais des difficultés de lecture. J'avais aussi des problèmes d'orthographe. Si on a des petits problèmes, on appelle et ils viennent pour nous aider. Ils me corrigent et ils me disent ce qui va pas pour que je fasse plus le même genre de faute. Et ils m'encouragent. Et là, je m'améliore un petit peu. Ça marche. Dans ce genre de travail avec des élèves en difficulté, c'est essayer de redonner du plaisir à faire des mathématiques. Ils ont souvent des blocages par rapport aux mathématiques. Et essayer de les valoriser au maximum. Au calcul suivant, Sofiane, Inès, Charlotte. 7 multiplié par 56. 392. 392, bonne réponse de Charlotte. 3 points pour les jaunes. Vous avancez à Carthage, les jaunes. Je travaille sous forme de jeu avec les élèves en difficulté. C'est un travail en groupe, chacun a son équipe, il y a une couleur par équipe. Ils font des exercices, ce qui leur apporte des points et donc avancer dans la course. C'est une addition, mais par équipe. Les rouges, ici, et les jaunes, là. Et à mon top départ, vous pourrez commencer. Top, un calcul chacun, oui. Et vous pouvez corriger, pensez à bien écrire les retenues, etc. Il ne faut pas se perdre. Stop, monsieur. Stop, monsieur. Auprès des élèves, je travaille sur les compétences qui concernent le pilier 7, c'est-à-dire l'autonomie et l'initiative. Il y a certaines compétences qui ne sont pas des compétences purement collège, mais qui viennent du premier degré, mais qui ne sont pas encore acquises. Par exemple, additionner des nombres décimaux, soustraire, multiplier, connaître ces tables de multiplication. Pour les élèves qui sont talentueux, j'essaie de profiter du travail en groupe et de l'hétérogénéité des groupes pour qu'ils puissent aider leurs camarades. Et c'est dans l'intérêt du bon élève que l'ensemble de l'équipe réussisse. Et je donne certains exercices plus difficiles. Je sais que ceux qui sont en difficulté auront du mal. Néanmoins, ça pousse l'élève qui travaille bien à le faire, donc à essayer d'approfondir son travail, et à aider celui qui a du mal à comprendre ce travail plus difficile. Vous allez me trouver le périmètre d'un triangle DEF, isocèle en D, tel que DE égale 7 cm et EF égale 8 cm. 22 cm. Très bien, comment t'as fait? Bah, comme c'est un triangle isocèle en D, on fait 7 fois 2 plus 8, ça fait 22. Vous avez déjà peut-être dû observer aussi ou voir d'autres vidéos qui concernent plus particulièrement les pratiques interdisciplinaires. Donc l'idée là, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre dans ces situations pédagogiques que parfois on montre, voilà, un petit peu sous forme d'exemple. C'est pas forcément des modèles, mais c'est des manières de faire, sachant que évidemment l'accompagnement pédagogique personnalisé, nouvelle mouture n'existe pas, de même que les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc si on essaye en fait de tirer comme ça les fils des compétences ou des postures. Donc, savoir tirer profit de l'erreur de l'élève. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important et que parfois on peut percevoir dans les conseils de classe. Hein. C'est la manière dont on peut tirer profit, le rapport à l'erreur, hein, ce qu'on appelle le rapport à l'erreur. Une autre compétence, donc dans la vidéo, on vous laisse la vidéo sur le pays. Mais ce que j'appellerais, moi, accepter le désordre désorganisé. C'est-à-dire qu'on voit des élèves qui circulent dans la classe. Oui, le désordre organisé. Pardon. Donc voilà. Accepter le désordre organisé. Des déplacements, des groupes qui sont mélangés, etc. Donc on voit des choses comme ça. La manière dont on va pouvoir rendre explicite les apprentissages. C'est d'autres manières de faire. Parfois, on est dans l'implicite.
Je situe simplement l'établissement. C'est un établissement rural à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Il est composé de 650 élèves pour 50 professeurs. C'est un établissement qui, depuis 4 ans maintenant, travaille énormément sur les compétences. L'établissement est passé bien sûr du sans note à l'évaluation et à l'enseignement par compétences. Donc nous avons lancé un projet en interdisciplinarité avec 2 collègues, une collègue d'art plastique et une collègue de PS. Donc en fait l'idée c'est de traduire des textes ou de monter un spectacle par le corps. J'ai choisi un roman extrêmement difficile et extrêmement touffu, c'est Le Testament français d'André Makin, qui est au programme pour l'autobiographie. L'idée, c'était que les élèves s'approprient à leur rythme le texte, dans un accompagnement. Du coup, ça a dû nécessiter de mettre en place une évaluation extrêmement atypique, qui est l'évaluation par l'arbre de la connaissance. Donc, c'est une méthode qui est totalement individualisée au rythme de l'élève, puisqu'il va passer certificat par certificat, un petit questionnaire qui l'accompagne pour la compréhension du texte. Nicolas, c'est très bien, tu prends le certificat suivant, tu vas mettre tes initiales aussi. Le refrain, là, dès qu'ils auront fini, les élèves ont choisi en fonction de ce qu'ils avaient étudié en français sur le livre, les passages qu'on voulait chorégraphier, de la musique dont vous disposez pour mettre votre choré. Ensuite, on était à un niveau de difficulté qui était de créer le spectacle, donc d'écrire en fait pour le spectacle. Et là, le fait de passer à de la mise en scène, d'imaginer vraiment ce qu'on allait représenter, ça a été très riche. Donc c'était très riche pour les élèves parce qu'ils ont dû sélectionner des personnages, des scènes. Pour passer du livre au spectacle, on a choisi les scènes les plus importantes. Et surtout, on a choisi les scènes de théâtre qui nous plaisaient le plus, celles qui étaient les plus drôles à jouer, celles qui étaient les plus belles. Dans le spectacle, on a aussi mis de la danse qui représente les sentiments de l'acteur. Ensuite, il a fallu mettre dans l'espace. Donc il a fallu représenter des choses et là on était dans un degré de compréhension qui était très intéressant puisqu'il y a eu des élèves qui ont vraiment compris ce qu'ils ont lu à ce moment-là seulement, quand il a fallu le jouer ou le danser. On aime moins le français mais on accroche plus avec la danse, du coup c'est mieux. De lire un texte avec une collègue de sport, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle m'a fait mettre le doigt sur certaines choses que je n'avais pas notées. Par exemple, les chutes. Donc dans ce roman, c'est ma collègue de PS qui m'a dit « mais je vais travailler les chutes, il me semble qu'il tombe beaucoup ». Donc ça m'a, moi, extrêmement intéressée de reprendre le roman et de noter toutes les chutes. Donc c'est une scène qui sera mise en scène par les élèves, parce qu'en effet, le mot « tomber » en français, il est polysémique. Cet EPI concourt également à 2 parcours, le parcours à venir et le parcours artistique. On visite des choses comme l'Opéra de Lyon, ou comme l'espace Paul Chargot, là où on va jouer plus tard. C'est-à-dire pour les concerts où on organise une fausse. Il y a aussi des intervenants qui viennent, comme Images Solidaires, on va réaliser un film. Il y a aussi un graffeur qui est venu pour faire les décors de certaines scènes. Amour, tendresse et délicatesse. On n'y va pas comme un sauvage, d'accord ? On a des fiches métiers, on étudie, on voit les métiers qui sont en rapport avec le théâtre. Ah oui, moi c'est David Savoie qui parle mon métier et on voit. En fait là tu auras la bande où tu auras les images, en gros ce que tu as filmé, et là en bas tu auras une autre bande, ce sera le... Et articulez bien quand vous posez les questions. Quelle est votre profession ? Je suis un technicien lumière, régisseur lumière, et responsable technique de l'espace Paul Chargot. On a travaillé principalement pour l'instant sur l'affiche. Et en fait, j'ai laissé vraiment une très grande liberté à chacun des élèves. On a d'abord on a fait une sorte de petit brainstorming sur les couleurs qui leur venaient à l'idée, sur certains éléments un peu symboliques. Et puis chacun a proposé une affiche, donc c'était par groupe de 4 à peu près. Quand on travaille à plusieurs sur un projet, on doit être totalement complémentaires. On ne vérifie jamais le travail de l'autre. On est complètement différents et c'est cette différence qui crée la cohésion pour les élèves. Ils ont 3 regards différents sur la même création en fait. Et à partir de là, on a sorti aussi nos idées. Moi, par rapport à la danse, j'ai dit, ah bah tiens, moi je verrais bien ça par rapport à ce livre. On est d'accord sur les modalités de communication.
On s'est vu pour lancer le projet, on s'est vu 1h30, 2 heures. On a rencontré nos partenaires sur une demi-journée, on a mis en charge notre cahier des charges justement. Ça nous a suffi pour boucler toutes les interrogations qu'on avait. Et ensuite, on a pu travailler chacune de notre côté avec notre programme, nos aspirations. Ensuite, on a beaucoup communiqué par mail, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir prendre le temps vraiment de se donner les informations. C'est des nouvelles méthodes. C'est comme si ça se modernise, en fait, on passe de l'école traditionnelle à l'école moderne. Pour la mémoire, surtout, on arrive plus à mémoriser quand on voit les choses en direct. Les cours, c'est pas comme des cours normaux, on n'a pas le stress d'y aller, c'est beaucoup plus détendu. C'est plus facile d'apprendre, c'est nouveau. Les élèves en difficulté, ils sont pas gênés parce que les profs sont vraiment là pour aider et il y a toute la classe qui aide les gens, par exemple, qui n'arrivent pas à quelque chose. On est vraiment une classe qui est solidaire et qui s'entraide. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ça donne du sens aussi à la discipline. Pour les élèves, ils n'ont plus la motivation en fait, de l'évaluation de la note. Leur motivation première, c'est réussir à faire ce spectacle. Et ils ne se rendent pas compte qu'en essayant de travailler là-dessus, de réussir ce spectacle, ce challenge, ils travaillent en fait en EPS, ils travaillent en français et ils travaillent en art plastique. Et ils ne s'en rendent pas compte. Eux, leur objectif, c'est plus d'avoir une bonne note, c'est de pouvoir réussir à faire leur spectacle devant tout le monde. Et ça donne une motivation naturelle au niveau de l'élève qui est, pour le prof, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Voilà. On a très souvent 2 enseignants ou parfois 2 enseignants qui co-animent. Donc comment ces postures peuvent être, comment on peut favoriser cette nouvelle manière d'enseigner et l'effort de mutualisation que ça suppose. La mutualisation des élèves. Donc là, on voit des travaux de groupe dans les EPI. Vous allez voir, il y a des espaces de mutualisation. Comment est-ce que l'enseignant va pouvoir permettre l'émergence de la mutualisation, de la collaboration? La différenciation des apprentissages, dans la vidéo, on voit, elle a prévu des aides, etc., des groupes qui sont différents. La flexibilité de l'enseignant, des témoignages d'enseignants qui disent, moi, il a fallu que je m'adapte, je connais pas du tout cette matière-là, il a fallu que je découvre. Donc, cette flexibilité-là. La capacité à lâcher prise, également. Innover, là il manque un terme, mais sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que pour un enseignant, très souvent, on cherche la zone de confort. C'est-à-dire que dans le graphique, plus on est dans l'inconfort, moins c'est bien. Or, en fait, finalement, la bonne manière d'enseigner, c'est pas forcément, la bonne manière, l'efficacité auprès des élèves, c'est pas forcément la zone de confort. Mais comment est-ce que vous, en tant que personnel encadrant, vous pouvez faire en sorte que cette zone, évidemment minimale d'inconfort, là on prend des risques, on essaie des choses, on délègue aussi, forcément quand on lâche prise, on n'est plus aux commandes. Comment cette zone d'inconfort peut être appréhendée dans un espace classe? L'évaluation, comment on peut repenser l'évaluation, et puis le fait de mettre en évidence des acquis et d'être dans la bienveillance. Alors, je reviens sur cette bienveillance, parce que souvent on a l'impression que c'est une idée, que c'est une éthique professionnelle. Donc moi j'ai fait 10 ans dans une zone d'éducation prioritaire avec des élèves de classe relais. La bienveillance, elle ne va pas forcément de soi. Donc, comment on peut créer la bienveillance qui existait dans les dispositifs de classe relais en zone d'éducation prioritaire, elle naissait du fait des structures d'accompagnement qu'il y avait, de l'ergonomie qui avait été pensée par le chef d'établissement et par la structure même, qui faisait que du coup, moi en tant qu'enseignante, je pouvais prendre du recul, réfléchir à ce qui venait de se passer, etc., discuter des espaces d'échange, de compréhension, de réflexivité. Donc tous ces éléments-là, qui apparaissent en fait comme des valeurs, on va dire, de l'enseignement, sont aussi des dispositifs, de même que les dispositifs rendent compte d'éthique et de valeurs professionnelles. Donc là, la question le temps de travail peut-être que vous aurez cet après-midi, c'est de voir comment, à partir de ces
compétences et de ces postures nouvelles des enseignants qui sont dans le référentiel, enfin voilà, vous l'avez là, hein, le référentiel, je vous le laisse, hein, forcément il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres. D'ailleurs, ce référentiel ne doit pas être pensé comme un attendu, mais bien comme un élément dynamique, en fait, hein, que les enseignants vont acquérir au fur et à mesure. Mais c'est important que ce référentiel-là, c'est des extraits, hein, il est important que le référentiel des compétences enseignantes, les enseignants, l'aient, hein, qu'ils le voient, qu'ils se disent, bah voilà, ça existe et c'est pas non plus rien. Donc, l'objectif pour vous, c'est comment vous allez, dans la structure qui est la vôtre, l'organisation, la manière dont vous allez penser, le travail enseignant, les déplacements d'élèves, le travail en commun, comment est-ce que vous allez pouvoir favoriser ces postures. Alors, sur des choses comme ça très rapides, hein, qui sont pas forcément, voilà, donc comment on peut penser évidemment la formation et ses diverses formes. Alors pourquoi je dis diverses formes? Parce que la formation peut très bien se faire aussi comme une sorte de co-formation et d'auto-formation au sein des établissements. Hein, je vous renvoie aux travaux de l'UCREA sur la communauté enseignante comme une communauté qui permet aussi au sein d'un établissement de se former. Donc la formation et les diverses formes de formation, c'est-à-dire de quoi vont avoir besoin plus particulièrement mes enseignants en termes de formation. Ça peut être aussi l'anticipation des emplois du temps, comme on peut prévoir des espaces entre guillemets de travail pour les enseignants. La souplesse aussi au niveau de l'organisation des EPI, des AP. Le pilotage partagé. Alors, ce qu'on appelle pilotage partagé, c'est comment vous allez pouvoir aussi faire en sorte que ce soit les enseignants qui prennent part à l'organisation du travail. Donc évidemment, ça, les instances de l'établissement permettent de le faire, mais le travail dans l'établissement, les groupes de travail peuvent aussi faire naître des besoins, des demandes et puis des organisations qui seront vraiment pensées par les enseignants, les espaces, les horaires, etc. Les salles, ça paraît simple, enfin ça paraît tout bête, mais comment on peut repenser la salle de classe, les salles de classe, les circulations entre élèves. Dans d'autres vidéos où on est allé filmer les EPI, forcément le chef d'établissement a dû repenser la circulation des élèves et tout simplement permettre des choses qui ne permettaient pas antérieurement quand il avait 50 élèves dans une classe et des circulations possibles, par exemple, dans l'espace du CDI, etc. L'usage du numérique, évidemment, pour collaborer, mutualiser. Le projet d'établissement et la manière dont, en fait, les enseignants vont pouvoir s'emparer de ce projet. C'est-à-dire comment est-ce que ces EPI peuvent répondre au projet, donc comment tout ça peut construire une dynamique et une cohérence dans les équipes. Alors, des retours sur les expériences. Alors, ça, c'est important pour que vous puissiez aussi rassurer vos enseignants en disant qu'on n'attend pas du tout d'eux que forcément les dispositifs aient tout de suite une pertinence, etc. Ils sont en train de le construire. Donc, comment vous pensez des bilans d'étapes de vos projets, des temps où on va essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personnel de direction ou inspecteur pour venir en aide aux enseignants. Voilà, donc des temps de retour sur expérience. Donc ça a l'air de rien, mais si sur une feuille de route ce temps existe, forcément ça veut dire que vous pensez en fait la mise en œuvre comme une construction et pas comme un attendu. Et puis le travail d'équipe, le rapport de confiance sur la responsabilisation, la gestion des conflits, accompagner au changement. Et puis les partenariats. Dans toutes les expériences qu'on a vues, il y a un très grand travail avec les partenaires extérieurs. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez les intégrer, anticiper peut-être ces partenaires extérieurs pour favoriser l'émergence des compétences des enseignants. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu, peut-être à l'inverse de notre présentation ce matin, d'avoir des dispositifs un peu isomorphes, c'est-à-dire que de penser le travail enseignant, l'ergonomie, les échanges, la mutualisation dans des espaces de travail dédiés, c'est une manière aussi de faire en sorte que les enseignants dans leur classe repensent un petit peu la pédagogie de projet, la démarche et le travail collaboratif. Donc voilà, ça c'était un peu un point sur les compétences et ce que vous allez devoir mettre en œuvre. Et le cadre des ateliers cet après-midi vous permettra peut-être davantage d'y réfléchir. Alors,
Oui, avant de passer aux questions que vous avez posées et que vous allez poser, un dernier point. Donc, encore une fois, le diaporama qui a été utilisé ce matin est un outil pour vous. Il va être mis à votre disposition sous forme de PowerPoint. Hein. Ce ne sera pas un PDF. Vous pourrez le modifier, l'adapter complètement pour justement travailler avec vos équipes. Vous trouverez d'autres outils. Alors, vous avez déjà un outil qui est en place depuis quelque temps sur EduSchool, qui est un Redimag qui s'appelle La réforme du collège en 10 points, qui lui aussi évolue avec des points assez rapides sur la paix, sur les EPI, sur l'accompagnement, enfin différents points, les programmes aussi par exemple. Et va s'ouvrir dans la journée, donc c'est peut-être déjà le cas, une rubrique outils pour les principaux de collège, comme il existe déjà la rubrique des outils pour les directeurs d'école. Alors la page que je vous montrais, qui elle est déjà en ligne, c'est ici dans la page d'accueil d'EduSchool, vous avez une rubrique collège 2016 avec des outils de présentation. Dans la vie des écoles et des établissements, ici, et ben voilà, c'est ouvert. Vous avez une rubrique principale de collège avec, pour l'instant, donc 2 parties. Vous avez des diaporamas de présentation. Donc, on a actualisé le diaporama qui était déjà utilisé. Par exemple, on avait des projets de programme. Maintenant, ce sont les programmes. Et vous avez 2 diaporamas pour présenter aux parents d'élèves, si ce n'est déjà fait. Donc, les parents dont les élèves rentrent au collège, enfin, dont les enfants rentrent au collège, et les parents dont les enfants sont déjà au collège. Et vous avez ici un outil Excel qui vous permet, alors sur certains onglets, ils sont inutiles pour cette année, ils pourront servir par la suite. Vous avez des onglets qui vous permettent de planifier, de rentrer les projets que vous avez eus sur les EPI, sur la paix. Alors ça vous fait un compte d'heures, encore une fois, c'est pas pour fliquer, c'est pour que vous voyez finalement est-ce que vous êtes très loin des objectifs, est-ce que vous y répondez, et de faire une planification sur l'année, de rentrer aussi les parcours concernés, donc d'avoir aussi un relevé automatique de tout ce qui est déjà prévu pour les différents parcours. Ça sera réabordé par la suite. Voilà, donc vous avez ces outils-là et ce sera complété par d'autres outils bien sûr.